Mesdames et messieurs, bonjour. L'honneur me revient aujourd'hui après euh, l'annonce qui a été publiée sur les réseaux sociaux concernant ma candidature à la prochaine élection présidentielle de 2025. En effet, nous allons aborder aujourd'hui les points essentiels de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Et, nous allons commencer à faire l'historique de ce pays avec les pouvoirs qui ont succédé depuis le président Léomba et Omar Bongo qui finalement est allé mourir en Espagne comme un chien pour faute de structure médicale dans son propre pays, mais également Ali Bongo qui aurait fait une crise hors du pays. Et aujourd'hui, avec le gardien de sécurité, Oligui Nguema, qui aurait fait un coup de libération, d'après ce qu'il dit en public. Donc, c'est pour nous toujours un honneur particulier de nous adresser aux Gabonais en attirant bien sûr leur attention sur le fait que le pays va mal. Nous pouvons le constater malgré les richesses que le pays détient, les matières premières que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous citer ici. Mais ça n'a pas permis depuis 60 ans aujourd'hui. Bon, si vous enlevez les 4 ans de pouvoir de Léomba, depuis 1967, le pays n'a pas avancé d'un pouce. Les Gabonais sont toujours dans la misère, dans la détresse, et nous pouvons le remarquer par le fait que les Gabonais de l'étranger aujourd'hui, euh, avec l'assistance des Gabonais de l'étranger, pardon, des milliards de francs CFA qui vont de l'étranger au Gabon pour soutenir leur famille pour certains et pour d'autres aider effectivement ceux qui sont dans la détresse. Euh, Pourquoi nous prononçons aujourd'hui? C'est parce que nous voulons des meilleures conditions de vie pour nos compatriotes, même pour ceux qui sont aujourd'hui à l'étranger comme nous, qui n'avons pas choisi de rester aussi longtemps à l'étranger, ou pour certains qui n'auraient pas choisi euh, de vivre hors du pays pour faute de, à cause de la persécution politique. Donc, il est essentiel que nous comprenions ensemble les problèmes de notre pays pour que nous puissions créer cette cohésion, cette unité nationale qui manque aujourd'hui. Nous allons commencer par dire que le président Léomba, à l'époque, qui n'avait à peine que 400 millions à peu près de budget, avait commencé à réaliser des choses. Beaucoup qui sont nés à cette époque se souviennent que, par exemple, certains allaient se faire soigner à l'hôpital Conques gratuitement. Et il y avait des manuels scolaires qui étaient distribués dans des écoles, jusqu'aux tenues, étaient distribués dans des écoles gratuitement, malgré que le budget n'était pas aussi important, mais Léomba et son équipe gouvernementale faisaient quelque chose. Et nous avons après connu le boom pétrolier après la conférence de l'OUA en 1977, où une partie des compatriotes, une partie de nos compatriotes se sont enrichis, et vous pouvez les voir. Pour d'autres, ils sont milliardaires aujourd'hui, pour certains, ils sont morts, et pour d'autres, ils sont très malades en ce moment. Alors, la richesse du Gabon n'a servi ou ne sert qu'à une élite
c'est-à-dire l'élite proche du PDG, et plus de 80% de la majorité sont dans la misère totale. Nous ne sommes pas ici en train de faire du chantage à qui que ce soit, ou alors nous ne sommes pas ici pour être contre qui que ce soit. Nous disons simplement que le pays nous appartient à tous. Il est important donc à partir de ce moment que nous nous serrions les coudes pour faire avancer ce pays. Nous n'avons pas besoin de prendre des exemples. Beaucoup de Gabonais, par exemple, et même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, aiment aller visiter Dubaï. Et nous savons que Dubaï, c'est après les années 70, 75 qu'on a découvert le pétrole, mais aujourd'hui, et pourtant, Dubaï est la ville sollicitée aujourd'hui par tous les Gabonais et même des Africains. Mais nous ne pensons pas que, avec, malgré les ressources, les matières premières que nous avons, le Gabon devait ressembler à ça. C'est une honte. Mais quand nous parlons de notre pays, certains sont dans une logique de torture, dans une logique d'assassinat arbitraire, d'emprisonnement, parce qu'ils pensent qu'il est toujours, pour eux, important de conserver le pouvoir par tous les moyens. Nous avons remarqué depuis quelques mois que la garde prétorienne d'Oligui Nguema a reçu une cargaison d'armes. Nous ne savons pas pourquoi, le Gabon n'est pas en guerre. Qu'est-ce qui aurait poussé Oligui Nguema et la France-Afrique à faire entrer des armes au Gabon? Se prépare-t-il à massacrer les Gabonais? Ou sont-ils conscients qu'ils sont perdants lors de ces élections, qu'ils organisent manu militari? Donc, autant de questions que chacun de nous devrait répondre, et chacun de nous devrait se poser la question: voulons-nous continuer à vivre dans ces conditions? Pas de travail, les Gabonais n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour, malgré que le Gabon est cité parmi les pays à revenus intermédiaires. Mais la redistribution équitable de revenus de l'État ne suit pas entre les populations. Ça fait des années que nous avons quitté le pays, mais cela ne signifie en rien que nous ne sommes plus des Gabonais ou que nous ne savons pas ce qui se passe au Gabon. Et pourtant, nous sommes connectés avec notre pays 7 sur 7, grâce d'ailleurs par le canal des réseaux sociaux. Mais nous qui avons commencé la lutte depuis longtemps, nous savons à la fraction de seconde ce qui se passe au Gabon. Nous avons évidemment des parents, nous avons évidemment des amis. Donc nous pouvons savoir ce qui se passe à la fraction de seconde au Gabon. Mais est-ce que nous devons accepter qu'une partie, un groupuscule de Gabonais, une famille en particulier, continue à piétiner la majorité, à s'emparer de toute la richesse du pays, à s'en approprier les richesses du Gabon comme étant leur bien personnel? La question est là. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui peut me dire si dans sa famille il n'y a pas la pauvreté, s'il n'y a pas la misère, si les gens ne souffrent pas? Je ne pense pas. Même ceux qui s'accrochent aujourd'hui au régime, à certains dirigeants malveillants, je ne pense pas que quelqu'un soit capable de nous dire que tout va bien. Non, le pays ne va pas bien. Omar Bongo, que vous connaissez, qui a pillé le Gabon, qui a enrichi même toute l'Afrique, malheureusement,
la richesse n'a pas permis à Omar Bongo de vivre. Donc nous devons avoir à l'esprit que malgré les richesses que chacun peut posséder, un jour, il devra laisser cette richesse. Il va mourir et laisser cette richesse derrière. Donc, il est inconcevable que nous continuions à accepter qu'une seule famille puisse dominer le reste des Gabonais. Près de 6 décennies, si je m'en abuse, 5 décennies aujourd'hui, que la famille Bongo est au pouvoir au Gabon. Ce qui est un échec total. Ne nous voilons pas la face. Ce qui est un échec total. Ils n'ont pas été à la hauteur et ils ne sont pas à la hauteur de diriger le Gabon et de transformer ce pays pour répondre aux attentes des Gabonais. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important pour ceux qui sont restés au pays comme ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui de se serrer les coudes pour dire non à un groupuscule de Gabonais qui veulent toujours s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Donc nous devons rechercher ensemble les solutions pour mettre hors d'état de nuire ceux-là qui empêchent non seulement l'évolution, mais le bien-être des Gabonais. C'est important que nous comprenions ça. Sur le chantier politique, 50 ans après de gestion d'Omar Bongo et d'Ali Bongo et d'Oligui Nguema, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il n'a pas participé à cette gestion, mais il a été aide de camp, il a été gardien de sécurité d'Omar Bongo. Il a mis la main dans les caisses de l'État. Parce qu'il ne peut pas nous justifier aujourd'hui. Comment a-t-il fait pour devenir riche? Nous apprenons d'ailleurs des informations qui circuleraient fait état de ce que M. Oligui a quitté Mini Militaro, l'Espagne, pour aller récupérer tous les biens qu'Omar Bongo a laissés à la présidence pendant qu'il mourait. Donc, les Gabonais doivent se réveiller, doivent se poser des questions. Je vous parle en un langage simple, je ne veux pas me substituer à un intellectuel. Je vais dans un langage simple pour que le Gabonais lambda qui est dans les quartiers sache ce que je suis en train de dire. Nous avons, pour certains qui ont grandi dans Omar Bongo et après Ali Bongo, hérité d'un système qui malheureusement a donné une mauvaise éducation aux Gabonais. Par le vol, les détournements, les assassinats et les arrestations arbitraires, la torture dans les prisons. Et ça n'a pas amené le pays à changer. Ils ont créé ce qu'on appelle la méfiance avec le peuple. Et d'ailleurs, dans les stratégies qui avaient été instituées par la France-Afrique, Omar Bongo à l'époque, il était question de créer des brasseries dans toutes les régions au Gabon. Ça permettrait donc des assises du système, parce que si les Gabonais étaient tous saoulés, s'ils sont tous sous, ils sont distraits donc des vrais problèmes qui minent le pays. Donc ceux-là qui sont au pouvoir peuvent continuer à piller, à s'enrichir aisément sans que les autres s'en aperçoivent. Pour ceux qui sont restés lucides, comme nous autres, bien sûr, et comme pour ceux qui ont été assassinés, nos grands frères Joseph Renjambe, Pierre Mambundu et bien d'autres, qui ont refusé d'être distraits, qui ont refusé de dormir, ont été assassinés. Et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre les comportements de nos compatriotes, mais en réalité,
vous comprenez pourquoi un peuple, quand un peuple est sourd, quand un peuple distrait par les boissons et autres conneries, eh bien, elle n'est pas consciente de ce que le pays possède, de ce que le pays a, de ce que le pays devrait être et de ce que eux-mêmes, en tant que citoyens, les droits et les devoirs qu'ils ont envers la République. Donc, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, depuis mon arrivée aux États-Unis en 2000, nous n'avons pas insulté les gens, nous avons été responsables dans l'activisme et dans la politique que nous avons menée ici depuis Omar Bongo, d'ailleurs depuis le Gabon. Il ne s'agissait pas pour nous d'insulter les gens, mais il s'agissait de dénoncer cet état de choses qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le Gabon leur appartient. Donc quand ils arrivent au pouvoir, ils s'inscrivent dans cette dynamique de propriétaire du Gabon. Et c'est cela que nous refusons. C'est pourquoi nous avons décidé, par rapport aux lois arbitraires encore, qui ont été mises en place par M. Ligui et sa bande de voyous, dans le but d'empêcher des Gabonais qui ont la capacité, qui ont la capacité de diriger le pays, qui n'ont pas volé, des Gabonais qui sont clairs, qui sont propres, qui n'ont jamais participé à un gouvernement, qui sont conscients de ce que le pays est dans un mauvais chemin, puissent diriger le Gabon. D'ailleurs, je ne me souviens pas, à une époque, Omar Bongo avait empêché à un Gabonais résidant à l'étranger d'être candidat à une élection présidentielle. Parce que nous savons aussi que la majorité d'entre eux ont la double nationalité. D'autres sont français, d'autres sont américains et d'autres ont d'autres nationalités. Nous le savons, c'est pour ça que quand il y a problème dans leur pays, ils courent en Europe ou en Amérique parce qu'ils peuvent aller se cacher là-bas. Nous avons des ministres que nous connaissons, on n'a pas besoin de citer leur nom ici, même des présidents qui ont la double nationalité. Donc, pour éviter d'en faire embraser le pays dans une guerre civile ou alors dans le chaos général, il est important que nous nous mettions ensemble pour dire qu'est-ce que nous avons fait de notre pays, quelle direction voulons-nous prendre pour notre pays, quelles sont les questions fondamentales auxquelles chacun de nous devrait répondre. Voulons-nous continuer à vivre dans la pauvreté alors que notre pays est extrêmement riche pour à peine 1,5 million d'habitants? Bon, je dis dans le cadre de mon parti politique d'ailleurs, qui, avec le projet de gouvernement que j'ai mis en place avec mes camarades, que si nous arrivons au pouvoir, il n'y aura pas de chômage au Gabon. Parce qu'on ne peut pas justifier qu'un pays qui a à peine 1 million d'habitants puisse connaître le chômage, avec un budget annuel qui dépasse 10 fois, pour certains 15 fois le budget d'autres pays africains, si nous parlons même de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, ces pays-là se développent. Pourquoi parlons-nous de chômage au Gabon? Où vont les milliards qui sont détournés? Parce que certains vous diront, oui, mais ces gens-là, ils sont aigris. D'autres vous diront, mais parce qu'il n'est pas à la mangeoire, c'est pour ça qu'ils parlent. Mais dites à chacun d'eux de justifier la richesse qu'ils ont.
mais même des agents, des simples agents qui travaillent au ministère des Finances et dans les régies financières, qui ont construit, si vous voulez, des maisons à hauteur de 100 millions, 150 millions, ils ont eu cet argent où? Nous savons aussi, c'est que nous propose la grille salariale de la fonction publique. Donc, aucun Gabonais, aucun parmi eux ne vient d'une famille riche ou qui avait de l'argent. Nous avons connu à l'époque le Premier ministre Léon, comment il s'appelait, pas Léon Auger, pardon, Léon Obama, pas Léon Obama, l'ancien Premier ministre de Omar Bongo à l'époque, qui avait des parents qui étaient forestiers, mais aucun des Gabonais qui sont multimilliardaires aujourd'hui peut s'asseoir devant une télévision, devant la justice, pour dire qu'il a gagné son argent honnêtement. Et même ceux qui font des affaires, c'est avec l'argent de l'État qu'ils font des affaires. Ils investissent partout, en Afrique de l'Ouest, un peu partout, avec l'argent de l'État. Donc il faudrait que nous nous arrêtions un peu et sortons des complexes qui sont créés autour de ces gens, qui pour la plupart d'entre eux sont tous des voleurs. Il faut le dire, c'est des voleurs, on appelle ça des voleurs. C'est pas des gens sérieux. Donc, je me permets aujourd'hui d'annoncer officiellement ma candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Une candidature que nous considérons comme une candidature de défiance, parce que nous pensons que les lois imposées par Oligui sont illégales. Une assemblée et un Sénat qui n'est pas du tout légal, qui sont nommés par Oligui. Et d'ailleurs, Oligui lui-même, comme vous connaissez, il est en violation totale avec la charte de transition. Il a, dans sa transition, pris des lois pour interdire tous ceux qui travaillent dans le cadre de la transition d'être candidat, mais lui-même, il en a occupé le poste de ministre de la Défense. Donc, il est ipso facto disqualifié de la course présidentielle. Et d'ailleurs, selon les lois internationales aussi, comme l'Union africaine, comme les conventions de Vienne, ne lui permettent pas d'être candidat. Mais il n'y a qu'au Gabon où nous pouvons voir ce genre de choses. Ce qui nous amène tout de suite à comprendre les raisons du coup d'État, ou du coup, moi j'appelle pas ça coup d'État, un coup de gueule, parce que les problèmes internes au niveau de la présidence, avec les rivalités créées par les groupes, ils ont pris le pouvoir et ils viennent dire coup de libération. Il n'y a eu aucun coup de libération dans le cadre du Gabon. Il n'y a pas eu de coup de libération. Et ces gens s'octroient le droit de dire qu'il n'y a pas eu effusion de sang. Mais évidemment, il ne peut pas y avoir d'effusion de sang quand c'est des gardiens de la présidence qui prennent simplement le pouvoir. Ils n'ont pas fait face à une résistance armée. Ce n'est pas un groupe de militaires qui est venu de l'extérieur pour attaquer la présidence. Ils n'ont fait que prendre certains individus et puis c'est fini. Mais se targuer le droit de dire qu'il n'y a pas eu effusion de sang, qu'on n'a jamais vu ça. Qu'on arrête d'insulter l'intelligence des Gabonais. Donc, je déclare officiellement ma candidature à l'élection présidentielle du 12 avril. Une candidature de défiance. Parce que nous estimons que nous n'allons pas respecter l'arbitraire. En 18 mois de gestion du Gabon par la transition de M. Oligui, la dette
a atteint des proportions très inquiétantes. Vous voyez, vous avez entendu, observé les détournements des milliards de francs CFA, tant par Oligui lui-même que par sa famille. Et d'ailleurs, ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent au Gabon, mais vous êtes étonné qu'à Paris, on arrête des individus avec des milliards. Ils ne sont pas emprisonnés, bien sûr, parce que c'est la France-Afrique qui a la maîtrise du Gabon. Et au-delà de ces détournements massifs des deniers publics, vous avez un individu qui est arrivé, qui est venu détruire la cohésion nationale, l'unité. Il s'inscrit dans une logique de xénophobie, une logique de racisme, une logique ethnocentrique. On prend les fonds de l'État sans justification, sans appel d'offres. On va dans le Wellington créer des villes pour faire plaisir à son papa ou à une communauté. Mais ce n'est pas un président, ce n'est pas un président d'une région. Le CTRI a eu l'argent où pour dire que ce sont des projets du CTRI? Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Et je m'adresse là aux Gabonais lambda, ceux qui m'entendent dans un français très simple. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Aujourd'hui, le pays est dans un état de délabrement. Même de l'eau et l'électricité, deux éléments importants pour la vie d'un individu. Il manque d'électricité au Gabon, il manque d'eau potable au Gabon. Pourtant, le pays, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous regardez, on vous dit que le pays est extrêmement riche. Donc, sachant que nous ne nous battons pas, nous ne critiquons pas parce qu'il faut critiquer. Acceptons que le pays va mal et qu'une seule famille ne peut pas s'imposer au pouvoir indéfiniment. Aujourd'hui, on nous dit M. Oligui est Fang, mais à ce que nous savons, M. Oligui n'a jamais été Fang depuis plus de 50 ans. Il est devenu subitement Fang après 49 ans ou 50 ans. C'est aujourd'hui qu'il est devenu Fang. Non, je pense qu'il y a une manipulation ethnique dans cette affaire. On veut utiliser une ethnie pour rester au pouvoir, conserver le pouvoir par tous les moyens. Nous disons que les Gabonais doivent dire non. Il est temps que nous recherchions autre chose, un dirigeant qui a une vision politique pour le pays. Quelqu'un qui peut mettre le pays sur les rails et qui peut créer cette unité nationale, cette cohésion aujourd'hui. Le tissu familial aujourd'hui est détruit. Les problèmes ethniques refont surface. Aujourd'hui, les autres ethnies se sentent lésées parce qu'il y a un monsieur qui est au pouvoir qui pense qu'en entretenant les problèmes ethniques, il pourrait s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est très dangereux et il faut que nous nous débarrassions de ce genre de personnalité. Vous vous souvenez encore, à la prise de pouvoir, M. Oligui vous a dit qu'après la transition, il remettrait le pouvoir aux civils. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 18 mois, 19 mois de pouvoir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voudrait nous faire croire que Oligui est l'homme de la solution? Et pourtant, regardez son bilan en 18 mois. Catastrophique. Sur tous les plans. Plan politique, économique et social. C'est une catastrophe générale.
Vous allez à l'étranger, il y a des étudiants qui n'ont pas de bourse. Des fonctionnaires dans les missions diplomatiques et consulaires qui ne sont pas payés et d'autres, les loyers ne sont pas payés. Et pourtant, ils continuent à drainer des milliards dans leurs comptes à l'étranger et au Gabon. Donc, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous disons simplement que nous ne pouvons pas accepter de laisser le pouvoir à des individus qui n'ont pas la capacité de gérer et d'unir les Gabonais. Avant, pour ceux qui sont un peu plus âgés que moi, avant les communautés restaient ensemble. Nous avons des parents qui parlent 3, 4 langues, 5 langues ou 6 langues différentes au Gabon. Nous avons des parents, moi j'ai des parents, d'autres ont des parents qui parlent franc, qui parlent pounou, qui parlent d'autres. Ces communautés-là ont toujours vécu dans l'unité, la cohésion nationale. Voudrons-nous avoir quelqu'un au pouvoir qui entretient ou qui attise le racisme, qui crée les conditions d'une guerre civile? Non, c'est parce que nous recherchons. Nous ne disons pas à l'étranger que nous voulons faire la guerre au Gabon. Nous ne disons pas ça. Mais ce sont eux qui créent les conditions d'une instabilité politique qui pourrait faire embraser le pays. Donc, mes chers compatriotes, refusons tous ensemble qu'Oligui n'est pas l'homme qu'il faut pour le Gabon. Omar Bongo a failli, Ali Bongo a failli, lui il a déjà failli en 18 mois. Mais il fait partie de la famille Bongo. On nous dit, on nous présente Oligui comme étant enfant. Oligui n'a jamais été enfant. Il a participé à la gestion, puisqu'il a détourné. On dit qu'il avait l'habitude, apparemment, de prendre l'argent dans les caisses de la présidence, dans les sacs d'Omar Bongo. Il n'est pas nouveau. Donc, il est important que nous prenions conscience et dire aux militaires qu'il est hors de question que vous laissez les casernes pour vouloir conserver le pouvoir. Remarquons depuis 18 mois que ce que les Gabonais ont reproché à Ali Bongo avec les crimes rituels et autres assassinats, ça n'a jamais cessé. Les mêmes personnes sont revenues, les enlèvements d'enfants continuent, les crimes rituels continuent. Et ce sont ces mêmes militaires, enfin on les appelle militaires, mais moi je les appelle les gardiens de sécurité, qui continuent à assassiner nos compatriotes, qui continuent à les torturer dans les prisons. Mais c'est ça la démocratie que nous recherchons. La démocratie occidentale que nous recherchons, c'est celle-là où on s'apprête à tuer pour être au pouvoir, à assassiner pour être au pouvoir. Le schéma d'Omar Bongo a été justement, comment dirais-je, adopté par Oligui Nguema. On peut observer aujourd'hui qu'à la Cour constitutionnelle, il a mis son cousin. Au ministère de l'Intérieur, il a mis son homme de main. En fait, les institutions qu'il est venu restaurer, c'est cela. Remettre les mêmes personnes et prendre les institutions en otage. Mais nous savons aussi que les élections sont pipées d'avance. Et nous savons qu'ils vont déclarer Oligui vainqueur et après ils vont instaurer le couvre-feu comme ça se passe d'habitude et après ils iront dans les maisons, dans les quartiers aller assassiner des compatriotes qui vont se dresser, qui vont réclamer la victoire du peuple. La restauration des institutions. Où est l'institution qui a été restaurée? Si nous avions été, ils ont été honnêtes avec eux, parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait que
on ne recommence plus ce que l'autre a fait. Mais pourquoi Oligui prendrait son cousin pour mettre à la Cour constitutionnelle? Ou alors prendre des anciens PDGistes pour les remettre dans des institutions? Vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui tournent depuis 3 pouvoirs aujourd'hui, depuis Omar Bongo, Ali Bongo, aujourd'hui Oligui. Ce sont les mêmes familles, ce sont leurs enfants. Donc, voilà en quoi se résume le Gabon. Ces mêmes dirigeants, leurs familles, leurs enfants. Quand le père s'en va, on nomme le fils comme ministre et on met dans les cabinets ministériels les compatriotes du même village. Vous allez à la primature, vous verrez que le cabinet de Don Sima est rempli de femmes. Vous allez dans d'autres cabinets, vous verrez la même chose. Voilà en quoi se résume le Gabon. Mais vous pensez que les autres ne sont pas lésés? Il y a combien d'ethnies au Gabon? Je pense qu'au Gabon, il y a plus d'une cinquantaine d'ethnies. Que pensent les autres? Que disent les autres? Mais le pays ne peut pas se résumer à 2 ethnies ou à 3 ethnies. Avant, à l'époque d'Omar Bongo, c'était les Fang, c'était les Nzebi et c'était les Bateke. Et c'est sur cette base-là qu'Omar Bongo a géré le pays parce que apparemment ce seraient des groupes ethniques qui sont les plus nombreux, alors il faut les maîtriser pour qu'il n'y ait pas une rébellion qui sort de là. Et il est parti dans ce qu'on a appelé la géopolitique. Et dans l'entendement d'Omar Bongo, sa géopolitique, c'était de maintenir les Fang au pouvoir, comme lui d'ailleurs, pendant près de 40 ans. On n'a vu que des premiers ministres Fang pendant près de 40 ans. Et après Ali Bongo est venu, il a essayé donc de casser ça en mettant Issoze Ngondé comme premier ministre et après l'autre femme là, comment elle s'appelle, j'oublie un peu son nom, qui a occupé par la suite le poste de premier ministre. C'est ça la géopolitique. Alors, nous disons que nous avons des projets gouvernementaux importants et sérieux à présenter au peuple gabonais et qu'on nous laisse présenter ces projets aux Gabonais et qu'on laisse les Gabonais choisir leur président. Ce qui n'a pas été le cas depuis plus de 50 ans. Les Gabonais n'ont jamais eu la possibilité de choisir leur candidat. Ceux qu'ils ont choisis, ils n'ont jamais accédé au pouvoir. Voilà. Donc, et ces ethnies d'ailleurs ont montré leurs limites à gouverner. Ils ont montré leurs limites à mettre le Gabon sur le chantier du développement. Pourquoi il y aurait près de 50% du chômage des jeunes au Gabon? Qu'on nous explique un peu. Il y a des villes africaines aujourd'hui où nous avons visité, où nous y allons régulièrement, où il y a plus de 15 millions d'habitants. Ces pays-là, c'est des pays qui n'ont pas un budget annuel assez important, mais ils se développent. Ils construisent tous les jours. Ils créent des routes, des hôpitaux. Mais au Gabon, que se passe-t-il? Manque d'infrastructures médicales, d'infrastructures routières. Et ce qui me rappelle d'ailleurs le projet d'Omar Bongo à l'époque qui avait été dénoncé, pour ceux qui se souviennent, par Mac Manara de la Banque mondiale qui avait demandé à Omar Bongo de faire des routes sur l'ensemble du territoire national, mais qu'Omar Bongo avait choisi d'amener le chemin de fer dans le Haut-Ogooué pour transporter des animaux. Alors que dans le projet de Léomba, le train devait quitter Ovendo pour Belinga, pour l'exploitation du fer.
Les richesses du pays sont bradées avec arrogance. Les contrats sont attribués sans appel d'offres à des amis. Le pays est vendu à des multinationales. Voilà ce en quoi le Gabon est résolu. Donc, mes chers compatriotes, si nous continuons, le bilan est tellement lourd que nous n'allons pas passer toute une nuit, toute une journée à parler. Nous disons, réfléchissons. Il ne s'agit pas d'insulter qui que ce soit. Et je dis aussi que ceux qui réagiront par rapport à mes propos fassent des analyses lucides. Ne venons pas insulter les gens. Voilà ce que nous disons. Nous sommes simplement préoccupés par la situation de notre pays. Maintenant, sur les questions de souveraineté, il est important que le Gabon ait une autre classe politique pour justement réclamer cette souveraineté nationale. Puisque nous avons obtenu l'indépendance politique en 1960, il est important, si nous voulons contrôler nos propres richesses, si nous voulons contrôler notre destin, que nous ayons cette souveraineté nationale. Vous imaginez que le Gabon est contrôlé entièrement par une armée étrangère, y compris l'espace aérien, sous le contrôle de l'armée française, du bâton d'infanterie militaire au Gabon. Donc nous disons qu'aujourd'hui, nous proposons une autre forme de coopération avec la France, qui n'a pas besoin d'avoir une présence militaire à Libreville, ni à Franceville, ni ailleurs. Il est temps qu'une nouvelle classe et que des dirigeants ayant une vision politique très poussée puissent prendre le pouvoir et transformer la vie des Gabonais et transformer le pays. Il y a encore les moyens, il y a encore l'argent pour le faire. Et on n'est pas nombreux. Voilà. Je voudrais quand même réagir sur les propos de Obiang-Nguema Mbazoua, le président de la Guinée, qui, selon lui, est venu donner des conseils au peuple gabonais. Mais lesquels conseils? Nous ne voyons pas ce que Oligui a fait de miraculeux. Parlant de coup d'État sans effusion de sang. Mais il va y avoir effusion de sang avec qui? C'est la présidence de la République qui a simplement pris le pouvoir, les gardiens de la présidence. Mais ils vont tuer qui? C'est la GP, c'est la garde présidentielle qui est installée dans tous les couloirs de la présidence. Ils vont tuer qui? Non, soyons sérieux. Arrêtons d'insulter les Gabonais, d'insulter leur intelligence. Moi, je voulais, dans un langage très simple, parler aux Gabonais, dire aux Gabonais, regardez votre vie. Est-ce que vous pensez que vous êtes à l'aise avec votre vie? Même si même s'ils ont arrivé à corrompre un certain nombre de Gabonais, mais est-ce que la majorité que vous êtes, vous vivez dans les meilleures conditions? Non. Vous êtes obligé d'appeler un parent à l'étranger, dans la diaspora. Oh, j'ai faim, oh, on n'a rien, maman n'a rien, pour vous donner un peu d'argent. Mais ce n'est pas le rôle des Gabonais qui sont la diaspora. Il y a un désengagement total des responsabilités de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Mais jusqu'à quand la diaspora continuera-t-il à envoyer des milliards pour aider leurs familles alors que nous avons un pays avec des richesses qui doit prendre ses responsabilités en main en donnant du travail à chaque Gabonais? Et même pour ceux qui ne peuvent pas travailler,
l'argent que le Gabon possède, ils peuvent leur donner un salaire étant à la maison avec un logement. Oh, certains diront, ah oui, mais comment ça c'est possible? Mais c'est possible avec le budget qu'on a. Mais vous voyez bien ces gens-là détourner des milliards chaque week-end. Et chaque fois, ils vont les déposer à l'étranger. Vous pensez que ces milliards-là ne peuvent pas être payés ceux qui sont au chômage ou leur donner une maison? Et pourtant, ils donnent des millions, millions à leurs copines pour aller faire des courses à Dubaï. Et au Ligui, avec ses multiples copines. Soyons sérieux. C'est ça. C'est ça à quoi le Gabon se résume. C'est ça le président que le Gabon peut, le seul président que le Gabon peut avoir. On ne peut pas avoir un homme sérieux qui a une vision pour le pays, qui est rassembleur. Vraiment. Il n'y a pas de Gabonais sérieux pour diriger ce pays. Alors, je vais clore ce débat aussi en appelant, en interpellant ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle nos intellectuels. Évidemment, il y a un problème avec ce terme d'intellectuel parce que nous savons aussi que ces intellectuels ont été colonisés par l'Occident. Donc, ils réfléchissent comme les Occidentaux. Ils ont un peu perdu leur repère, leur identité. Donc j'appelle nos compatriotes classés dans cette catégorie à revoir leur position, à ne pas être les bourreaux de leur pays, à ne pas être le bourreau de leurs compatriotes. Parce qu'il faut dénoncer aussi cette classe d'intellectuels. Ce n'est pas des autochtones, des gens, des analphabètes qui n'ont pas été au pouvoir, qui ont foutu le pays dans la merde, qui continuent à foutre le pays dans la merde. C'est les soi-disant intellectuels, des diplômés, soi-disant. Des gens qu'on a donné de parchemin en Europe, en Occident. Ce n'est pas des autochtones, des gens, parents qui viennent du village, qui ont géré le Gabon depuis près de 60 ans. C'est des gens qui avaient des diplômes, qu'on a appelés des intellectuels, qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui des intellectuels, à la cécité intellectuelle d'ailleurs. Des intellectuels qui ne sont pas capables de créer, qui ne sont pas capables de se transcender, de transformer le pays, de civiliser le pays, d'avoir des comportements honorables. Tout ce qu'ils ont appris, c'est les détournements. Comment détourner l'argent? Comment arriver à des postes ministériels? Comment je vais arriver à être ministre pour mieux voler? Et vous avez vu, à Paris par exemple, on a pris certains compatriotes qui sont devenus des milliardaires en l'espace de quelques mois. Je ne veux pas citer leurs noms, mais vous les connaissez. Ils ont des appartements à Paris et un peu partout au Gabon. Ils construisent des villas à des coûts de milliards. C'est ça le Gabon que nous voulons. Brimer les autres. Soyons sérieux. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous appelons les Gabonais à voter un 109, à voter des gens qui n'ont pas la prétention de voler, d'arriver au pouvoir pour voler. Certains ils vont dire, oh, mais il n'a pas d'argent, pourquoi nous allons le voter? Mais ceux-là, ils ont eu l'argent. C'est l'argent de qui qu'ils vous distribuent, qui vient vous donner 500, 1000 francs pendant les votes. C'est de la corruption. Et d'ailleurs, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons mettre des lois en place où corrompre un citoyen sera sous peine de sanctions judiciaires. Et avec 6 mois à 1 an de prison. Et les détournements des fonds publics pourraient justement amener à une condamnation à vie. Donc, mes chers compatriotes, soyons sérieux. Et il y a quelque chose qui passe souvent sous silence,
qui distrait un peu les compatriotes, c'est la loi sur la caution de participation à l'élection présidentielle. Vous verrez que la machine du PDG s'est rassurée que la caution aille à plus de 30 millions de francs CFA, parce qu'ils savent que ceux qui n'ont pas volé ne pourront pas sortir 30 millions de francs CFA pour une caution à la présidence de la République. Nous disons non. Le Gabon n'est pas à vendre. Nous allons, lorsque nous arrivons au pouvoir, faire en sorte que tout Gabonais qui a l'âge d'être candidat devra payer 25 000 francs pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Il devra justifier de ses biens avant d'être candidat. Ça, c'est de la discrimination. Qu'est-ce qui donne le droit à un groupe de personnes de fixer la caution à plus de 30 millions de francs CFA? Eux-mêmes, ils ont eu l'argent où? Même s'ils travaillent 100 ans, ils ne pourront pas avoir des milliards dans leur compte. Mais comment font-ils? Et comment peuvent-ils prendre des lois de ce genre pour empêcher des Gabonais qui ont un projet politique, qui ont de la vision pour leur pays, parce qu'ils n'ont pas 30 millions de francs CFA? Mes chers compatriotes, je pense que voilà, je voulais vous annoncer ma candidature à l'élection présidentielle. Le dossier de candidature suivra après cette intervention. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous m'avez accordée et dans un langage simple, parce que je voudrais me situer dans la lignée des autochtones pour que mes compatriotes comprennent, pour que celui qui est à Mabanda, celui qui est à Makoukou, celui qui est à Zamaligué puisse me comprendre. Je vous remercie.